C'est l'histoire d'une ville plurielle que rien ne semble pouvoir arrêter. Londres est audacieuse, avant-gardiste, et ça se voit. Ici, l'ancien côtoie le moderne, sans état d'âme. Illustration au cœur de la City, là où le gratte-ciel règne en maître. Et voici le préféré des Londoniens, le cornichon comme ils l'appellent. Un bijou scintillant imaginé par le plus grand architecte anglais du moment, Norman Foster. Impossible théoriquement d'y pénétrer si vous n'y travaillez pas. Ce jour-là, le 40e et dernier étage de la structure nous est exceptionnellement ouvert. Un univers à couper le souffle. Toutes les personnes qui travaillent dans l'immeuble peuvent venir ici, utiliser l'espace bar comme un prélude au repas que vous pouvez prendre dans le restaurant situé juste en dessous de nous. Mais il faut être membre pour y déjeuner. C'est une tradition au cœur de la City. Les affaires se concluent toujours autour du déjeuner. Et ici, tout a été conçu pour joindre l'utile à l'agréable. Avec en prime la plus belle vue sur Londres. Au lieu d'utiliser le toit comme d'habitude, pour y mettre des cheminées ou la climatisation, on s'est dit, pourquoi ne pas offrir aux gens le plus bel espace du bâtiment? Vous avez une vue sur Londres à 360 degrés et rien n'arrête votre regard au-dessus de vous. Ce n'est pas comme si vous étiez pris en sandwich entre deux étages, où vous n'auriez finalement que cette vision-là. Ici, vous êtes libre de regarder partout autour de vous, y compris vers le ciel. Retour sur Terre et changement d'ambiance. Nous sommes toujours dans la City. Précision utile à la vue du décor. Bienvenue au Lindelool Market, un lieu de rendez-vous très prisé des traders en quête de décompression. Pourquoi j'aime bien venir ici? Parce que mon patron me paie une bière quand je l'accompagne. Non, en fait, c'est vraiment un bel endroit. Et c'est traditionnel également. Et j'aime penser que je suis un sorcier. C'est ici qu'ils ont filmé Harry Potter. Vous connaissez le film? Ils ont tourné ici. La halle a été construite en 1881. Depuis, les dragons, emblème de la City, veillent sur elle sans relâche. Scène de vie d'un autre temps, Lindelool Market est un univers bien à part. C'est l'un des plus vieux marchés de Londres. Il existait déjà du temps des Romains. Et ici, personne n'imagine sa disparition. On aime bien notre marché tel qu'il est. C'est la cantine de la City depuis des lustres. Personne ne veut que ça change. En fait, Londres est une ville qui mélange facilement l'ancien et le moderne. Vous avez des sièges sociaux récents qui côtoient de très vieux endroits comme ici, ce marché. À Londres, on aime tenter des expériences et on adore la variété. Cheers. Londres, une métropole aux multiples facettes. Il faut dire que dans son histoire, la ville n'a jamais été épargnée, sans cesse obligée de se reconstruire. Les bombardements de 1940 sont encore en mémoire, mais il y a eu des précédents. Retour au XVIIe siècle. À l'époque, Londres est divisée en deux. À l'ouest, Westminster, l'aristocratique. À l'est, le vieux Londres, là où vit et travaille l'essentiel de la population, au bord de la Tamise. Dans des conditions parfois extrêmement précaires.
Londres était une ville surpeuplée et très insalubre. Il n'y avait aucune règle d'urbanisme. Donc on construisait les maisons un peu n'importe comment, en bordure de rue, sans planification globale. Ça n'a jamais existé. Et puis il y avait aussi beaucoup de bâtiments qui s'élevaient sur plusieurs étages. Et certains se touchaient au niveau du toit. Les gens pouvaient presque se tenir la main d'un immeuble à l'autre. C'était le contexte idéal pour que se développe un incendie. Et c'est ce qui s'est passé. Le drame survient le 2 septembre 1666. L'incendie est d'une rare intensité. Les chroniques de l'époque évoquent des scènes d'apocalypse. Attisé par un vent violent, le sinistre va durer 3 jours, détruisant 90% de la City. Et avec elle, la cathédrale Saint-Paul, le symbole de la ville. Londres aurait pu disparaître à jamais. Elle va au contraire renaître de ses cendres. Et voici ce que les habitants érigent en premier. Cette colonne en pierre de 61 mètres de haut, un record du monde à l'époque. Le message envoyé est clair, Londres ressort du drame plus forte que jamais. La conséquence du grand incendie a été de voir Londres se développer vers l'ouest. On a vu dès lors l'apparition de quartiers comme Covent Garden, St. James, Piccadilly, Soho, et ce jusqu'au vieux Westminster. Et c'est cette jonction qui a créé le Londres moderne et son paysage que l'on voit aujourd'hui. Le premier atout de Londres, c'est d'avoir toujours pu compter sur de très grands architectes. Et voici le premier d'entre eux, Sir Christopher Wren. C'est lui qui a ressuscité Londres et surtout Saint-Paul après le grand incendie. Saint-Paul, le chef-d'œuvre de sa vie. 40 ans de travail pour tout reconstruire, en commençant par le cœur. Là où nous emmène Peter McCulloch, l'historien des lieux. Le clergé de Londres voulait un endroit où dire la messe. Donc, il a été décidé de bâtir très vite le chœur et de le transformer en église temporaire. Pendant ce temps-là, les travaux pouvaient continuer. Donc, quand le chœur a été terminé au milieu des années 90, soit 30 ans après l'incendie, ils ont édifié un grand mur ici pour isoler le chœur. Ensuite, ils ont enchaîné par la nef et le transept. La dernière chose réalisée a été le dôme. C'est l'un des plus grands dômes au monde. Il s'élève à plus de 110 mètres de haut et pèse 65 000 tonnes. Un coup de génie de Christopher Wren, dont voici les dessins préparatoires. Son inspiration, la Sorbonne et le Val-de-Grâce, que l'architecte avait découvert lors d'un voyage à Paris. Christopher Wren était astronome et la seule chose importante qu'il avait faite avant, c'était un globe de la Lune pour le roi Charles II. Il n'avait rien construit jusqu'alors. Mais il faut se souvenir qu'en même temps que Saint-Paul, Christopher Wren avait en charge l'édification d'une cinquantaine d'églises dans Londres. Il en a profité pour expérimenter en modèle réduit des éléments comme le dôme. C'était vraiment un génie. Et son génie tenait dans le fait d'inventer les moyens techniques pour arriver à ses fins. Et Saint-Paul reste encore aujourd'hui une référence pour les architectes du monde entier. Autre atout majeur de Londres, son pouvoir d'attraction auprès des investisseurs.
des quartiers entiers sont la propriété de fonds privés qui misent sur l'image de la capitale britannique. Et le phénomène n'est pas nouveau. Prenez ce bâtiment spectaculaire par exemple. C'est la gare Saint-Pancras. Sa construction a été intégralement financée par la compagnie de chemin de fer des Midlands au XIXe siècle. Cette société desservait le nord du pays et voulait juste s'offrir un écrin publicitaire au cœur de la capitale. Après une longue période de déclin, Saint-Pancras a été restauré en 2007 pour accueillir l'Eurostar. Désormais, 10 millions de voyageurs transitent par ici chaque année. Et certains y passent même la nuit. Car on le sait moins, Saint-Pancras abrite aussi un hôtel de luxe. C'est une chambre particulière ici. Tout à fait. En fait, c'est une chambre qui donne sur la station. Ça donne directement sur les Eurostars. Vous en avez un qui est en train de partir. L'hôtel fait partie de la station, tout simplement. Tout a été construit d'une même pièce. C'est quand même quelque chose d'assez impressionnant, je trouve. Voici l'hôtel côté rue. Sa façade principale en impose, héritage direct de l'époque victorienne. Good afternoon, sir. Welcome to St. Pancras. À l'intérieur, le lobby de l'hôtel est aujourd'hui l'un des plus courus de Londres. Très prisé pour les rendez-vous d'affaires entre deux trains. Auparavant, c'était l'entrée principale de la gare. Elle a été restaurée dans l'esprit d'origine des lieux. À l'époque, cette magnifique verrière préservait déjà les voyageurs des caprices de la météo. Cet hôtel offre la possibilité à qui veut de venir ici et surtout de ressentir l'atmosphère de l'Empire britannique. Il faut juste accepter cet endroit comme une vision architecturale qui, à mon sens, est vraiment unique. Unique, à l'image de l'escalier d'honneur de l'hôtel. Lui aussi a fait l'objet d'une restauration minutieuse. L'architecte qui a conçu les lieux était un bâtisseur d'église. L'influence est manifeste. Ici, ce bâtiment est tellement important que l'English Heritage et la Victorian Society ont travaillé main dans la main pour s'assurer que toute la restauration respectait bien l'œuvre originale. Et en intégrant bien sûr les contraintes de la modernité. Je pense réellement qu'on a réussi à préserver cet hôtel historique qui représente à mes yeux tellement le 19e siècle et l'architecture fantastique créée à cette époque. Retour sur le bord de la Tamise, à 2 pas du London Bridge. Voici le Shard. Il a été dessiné par l'architecte italien Renzo Piano, l'un des créateurs du Centre Pompidou à Paris. Le Shard s'apprête à créer l'événement, car une fois terminé, il culminera à 310 mètres de hauteur, un record en Europe. Il aura fallu 10 ans de travaux pour implanter ce géant de verre au cœur de la ville. Des travaux suivis depuis le début par des photographes amateurs comme James Newman. Et tous partagent leur passion sur Internet. Le Shard opère une vraie fascination sur la population. Allez sur le net et vous verrez des milliers de photos prises par des gens qui donnent leur avis depuis le début de la construction. Des choses très simples sur les travaux. Pareil sur Facebook, des centaines de personnes, habituellement pas vraiment branchées par l'architecture, commentent l'évolution de cet immeuble. Il y a même des groupes « J'aime le Shard » qui ont fait leur apparition.
Le Shard sera livré avant l'été et d'autres projets devraient suivre, comme si Londres repoussait sans cesse ses limites. Pour mieux comprendre le phénomène, direction l'une des attractions de la ville, le London Eye, histoire de prendre un peu de hauteur. Nous avons rendez-vous avec l'un des plus grands urbanistes de la ville. Selon lui, Londres a certes bien changé, mais de façon très encadrée. Là-bas, vous avez le Parlement, Big Ben et l'abbaye de Westminster. C'est une des vues les plus protégées de Londres. Le maire de la ville a 27 vues comme celle-ci à sauvegarder sur son territoire. Mais en dehors de cela, c'est surtout l'intérêt économique des projets qui compte. Comment se développer tout en préservant son patrimoine? À ce petit jeu, Londres prend parfois des allures de jungle urbaine. Regardez le périmètre autour de la cathédrale Saint-Paul, par exemple. Officiellement, il est protégé. Impossible d'imaginer pareil environnement à Paris, autour de la cathédrale Notre-Dame, par exemple. Paris est une ville magnifique, mais selon moi, elle est étranglée par sa beauté. Elle est incapable de s'adapter aux enjeux économiques, comme on peut le faire à Londres, à Francfort ou New York, par exemple. Ici, on a accepté cette évolution et la construction de nouveaux sièges sociaux fantastiques. Et je ne voudrais pas voir ces immeubles à côté de Notre-Dame ou sur vos magnifiques grands boulevards. Mais économiquement, Paris est perdant. Cap vers l'Est, pour le dernier défi de Londres en cours. Il y a 5 ans, l'endroit où nous allons n'existait pas. C'est le parc olympique et ses infrastructures sorties de terre les unes après les autres. Un village a même été créé pour accueillir les athlètes durant les Jeux. Coût total du projet, 14 milliards d'euros, supportés par la seule ville de Londres. Un pari risqué, mais pour Adrian Moraus, champion olympique de natation en 1988, Londres a déjà relevé un défi urbanistique remarquable. Ici, il n'y avait rien. On peut réellement parler de renaissance, de régénération du secteur. Le fait d'attirer de nouveaux habitants, avec les logements des athlètes qui seront ensuite revendus comme des appartements, tout ça crée de la vie. Il aurait fallu 100 ans pour que le même phénomène se produise naturellement. Les Jeux ont vraiment servi d'accélérateur. Pour moi, sans la création de ce nouvel espace de vie pour Londres, accueillir les Jeux n'aurait pas eu de sens. Après les Jeux, le site olympique devrait être réaménagé en grand parc urbain. Le stade sera réduit en capacité. Comme la piscine et son toit futuriste signé Zaha Hadid, la célèbre architecte anglo-irakienne. Autre curiosité, cette tour imaginée par le sculpteur Anish Kapoor. Un tube d'acier de plus de 600 mètres savamment développé. L'œuvre s'appelle l'Orbite et entend bien s'imposer comme l'icône du nouveau quartier. Avant d'être de l'architecture, c'est une œuvre d'art. Donc il y a cette promenade architecturale que définissait Le Corbusier. Alors, on pourrait dire que c'est plutôt une promenade artistique qu'a définie Anish Kapoor. Car bientôt, le visiteur pourra accéder à la plateforme supérieure de la structure. Immersion en avant-première par les ascenseurs de service. La progression sera lente, un parti pris pour apprécier au plus près le travail d'Anish Kapoor. 3 minutes plus tard, la découverte à 115 mètres de hauteur.
Voilà, alors ici, ça va être la plateforme de réception. Et quand vous arriverez ici, eh bien voilà ce que vous verrez. Voilà, donc c'est le panorama de Londres. Vous voyez The Shard là-bas, vous voyez Gherkin, vous voyez la City. C'est pour ça que ça a été créé? Oui, c'est une idée de montrer aux gens qui visitent, de voir Londres, de voir le parc olympique qui est en dessous, de voir le stade. Là, vous avez la ligne de l'arrivée du 100 mètres. On voit à 20 miles aux alentours quand il fait beau. Voir toujours plus loin. Une spécialité ici à Londres et depuis très longtemps. Comme une philosophie, une marque de fabrique entre tradition et modernité.